vais réduire cet immeuble en cendres. Mon secret indépendant de tous les services. Je protège la ruche. Quand il y a un déséquilibre, je le rectifie. Il y a des lois pour ces choses-là. Quand elles ne sont pas appliquées, je m'en occupe. Tu as assez de gens pour se rendre au sommet. Du miel? C'est inflammable. The Beekeeper, Analyses E.T. Explications completes du film. Le film The Beekeeper de David Ayer, et ce sont ici des analyses et explications approfondies, s'ouvre sur une image paisible de l'apiculture, métaphore immédiate qui structurera l'ensemble du récit. Adam Clay, interprété par Jason Statham, incarne cet apiculteur retiré, symbole de tranquillité et d'ordre naturel. Ce calme est violemment rompu par le suicide de sa bienfaitrice, Eloise Parker, victime d'une arnaque au phishing qui l'a ruiné et humilié. Ce point de départ, ancré dans une actualité cynique, n'est pas qu'un simple prétexte. Il pose les fondements d'une colère aussi froide que méthodique et introduit le thème central de la vulnérabilité face à un système prédateur impersonnel. Les analyses et explications du film The Beekeeper doivent souligner que la force narrative réside dans la révélation progressive de la véritable nature d'Adam Clay. Il n'est pas un simple justicier, mais un ancien opérateur d'une organisation occulte appelée les apiculteurs. Cette mythologie, propre au film, est son principal apport au genre. Les apiculteurs ne sont pas une agence gouvernementale. Ils se présentent comme une force autonome, une couche fondamentale de la société chargée de protéger la ruche en éliminant les parasites qui la menacent, agissant lorsque toutes les autres institutions ont échoué. Dans The Beekeeper, et ce sont des analyses qui insistent sur sa construction, la métaphore apicole est filée avec une rigueur presque littérale. La société est la ruche, les citoyens sont les ouvrières, les corrompus sont les parasites, et Adam Clay est l'abeille protectrice, prête à piquer et à mourir pour son devoir. Cette grille de lecture donne une épaisseur symbolique inattendue à un film d'action très physique. Chaque étape de la vengeance de Clay suit une logique implacable,
remontant la chaîne pyramidale du crime, depuis les centres d'appel frauduleux jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir économique et politique. Les scènes d'action de The Beekeeper font l'objet d'analyses et explications qui mettent en avant leur caractère cathartique et délibérément rétro. David Ayer et Jason Statham optent pour une violence principalement au corps à corps, brute, chorégraphiée mais sans fioritures excessives. Contrairement à la balléticité de John Wick, les combats de Clay sont directs, efficaces, souvent écrasantes. Ils traduisent physiquement l'idée d'une force naturelle inarrêtable, d'un processus d'éradication qui ne négocie pas. Cette approche satisfait pleinement l'attente des fans du genre et sert le mythe du personnage. Le parcours d'Adam Clay dans The Beekeeper croise celui de l'agent du FBI Verona Parker, fille de la victime. Ce personnage secondaire, interprété par Amy Ravelamment, est souvent au centre des critiques. Les analyses pointent une écriture inégale et parfois forcée, son rôle oscillant entre la poursuite légale et le conflit émotionnel, sans toujours trouver une cohérence forte. Cette faiblesse relative contraste avec la présence d'acteurs comme Jeremy Irons, qui incarne Wallace Westfield, un ancien directeur de la CIA. Son interprétation apporte une gravité nécessaire. Il est l'un des seuls à comprendre la menace existentielle que représente un apiculteur déclenché, ajoutant une dimension tactique et historique au conflit. La montée en puissance dans The Beekeeper, et ses analyses le démontrent, mène inévitablement à la confrontation avec les véritables responsables, la société de cybersécurité frauduleuse et, surtout, son propriétaire, Derek Danforth. Josh Hutcherson campe avec une conviction notable ce « tech bro » arrogant, immature et psychopathe, protégé par son immense fortune et par sa mère, la présidente des États-Unis. Ici, le film développe son thème de la corruption du pouvoir absolu. Danforth incarne une élite déconnectée, pour qui la vie des autres n'a pas de valeur, un parasite suprême selon la logique des apiculteurs. La mythologie des apiculteurs dans The Beekeeper fait l'objet d'analyses et explications cruciales car elle dépasse le simple cadre d'une organisation secrète. Elle se veut une force de régulation naturelle, en dehors de tout gouvernement ou loi humaine. Leur credo est protéger la ruche à tout prix, les place en arbitres ultimes, une conception dangereuse mais séduisante dans un monde où la justice institutionnelle semble impuissante face à certains crimes. Le film interroge ainsi la frontière ténue entre justice et vengeance, entre ordre et chaos, en posant la question. Qui surveille les gardiens lorsqu'ils deviennent eux-mêmes la seule loi? Le climax de The Beekeeper voit Adam Clay pénétrer dans le repère ultra-sécurisé de Danforth, le « cœur de la ruche », corrompu. Cette séquence, analysée sous l'angle de l'action pure, est l'apogée de la vengeance cathartique promise. Clay affronte des vagues de garde avec une détermination stoïque, appliquant la méthode des apiculteurs, éradiquer la menace sans compromis. La confrontation finale avec Danforth est moins un duel physique qu'une exécution symbolique de la philosophie du film. Le parasite doit être éliminé pour que l'équilibre soit rétabli. Cependant, des analyses plus critiques de The Beekeeper soulignent que le film, malgré ses ambitions thématiques, esquive une condamnation plus systémique. En personnifiant le mal dans un jeune milliardaire narcissique et sa mère politicienne, il se contente d'abattre quelques pommes pourries, plutôt que de s'attaquer au système qui les produit et les protège. La conclusion, où Clay accomplit sa mission au prix ultime, la fameuse piqûre mortelle de l'abeille, offre une résolution moralement simple et conventionnelle, privilégiant la satisfaction émotionnelle immédiate à une réflexion plus complexe. La performance de Jason Statham dans The Beekeeper est l'élément autour duquel tout le film s'articule. Ses analyses et explications confirment qu'il évolue ici dans son rôle de prédilection, l'homme de peu de mots, d'une efficacité redoutable, au physique imposant et au regard déterminé. Il apporte à Adam Clay une crédibilité immédiate, une économie de moyens qui sert parfaitement le mystère et la puissance du personnage. Statham est l'apiculteur, et le film est conçu comme un véhicule idéal pour ses compétences uniques. La réception de The Beekeeper, analysée ici, a été partagée mais commercialement victorieuse. Les critiques ont salué un divertissement efficace et assumé, joyeusement peu exigeant, selon le consensus, tout en regrettant son manque d'originalité narrative et ses invraisemblances. Le public, en revanche, a plébiscité ce mélange d'action musclée, de vengeance cathartique et de mythologie intrigante, propulsant le film vers un succès au box-office mondial. Cela démontre l'appétit persistant pour ce genre de spectacle direct. En conclusion, The Beekeeper est un film qui assume pleinement son identité de thriller d'action cathartique. Les analyses et explications complètes révèlent ses forces, une métaphore filée avec constance, des scènes de combat efficaces, un héros parfaitement incarné par Statham, et un sujet d'actualité qui catalyse l'empathie. Elle pointe aussi ses faiblesses, un scénario conventionnel, des personnages secondaires parfois faibles et un refus d'approfondir ses critiques les plus intéressantes.
Il s'adresse en priorité aux amateurs du genre recherchant un divertissement rythmé et sans prétention, une soirée popcorn efficace. Le film pose enfin les bases d'un univers potentiellement plus large, comme en témoigne le développement officiel d'une suite, The Beekeeper 2, laissant présager de futures explorations de cette ruche secrète et de ses protecteurs impitoyables. Le film The Beekeeper de David Ayer, et ce sont ici des analyses et explications approfondies, s'ouvre sur une image paisible de l'apiculture, métaphore immédiate qui structurera l'ensemble du récit. Adam Clay, interprété par Jason Statham, incarne cet apiculteur retiré, symbole de tranquillité et d'ordre naturel. Ce calme est violemment rompu par le suicide de sa bienfaitrice, Eloise Parker, victime d'une arnaque au phishing qui l'a ruiné et humilié. Ce point de départ, ancré dans une actualité cynique, n'est pas qu'un simple prétexte. Il pose les fondements d'une colère aussi froide que méthodique et introduit le thème central de la vulnérabilité face à un système prédateur impersonnel. Les analyses et explications du film The Beekeeper doivent souligner que la force narrative réside dans la révélation progressive de la véritable nature d'Adam Clay. Il n'est pas un simple justicier, mais un ancien opérateur d'une organisation occulte appelée les apiculteurs. Cette mythologie, propre au film, est son principal apport au genre. Les apiculteurs ne sont pas une agence gouvernementale. Ils se présentent comme une force autonome, une couche fondamentale de la société chargée de protéger la ruche en éliminant les parasites qui la menacent, agissant lorsque toutes les autres institutions ont échoué. Dans The Beekeeper, et ce sont des analyses qui insistent sur sa construction, la métaphore apicole est filée avec une rigueur presque littérale. La société est la ruche, les citoyens sont les ouvrières, les corrompus sont les parasites, et Adam Clay est l'abeille protectrice, prête à piquer et à mourir pour son devoir. Cette grille de lecture donne une épaisseur symbolique inattendue à un film d'action très physique. Chaque étape de la vengeance de Clay suit une logique implacable, remontant la chaîne pyramidale du crime, depuis les centres d'appel frauduleux jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir économique et politique. Les scènes d'action de The Beekeeper font l'objet d'analyses et explications qui mettent en avant leur caractère cathartique et délibérément rétro. David Ayer et Jason Statham optent pour une violence principalement au corps à corps, brute, chorégraphiée mais sans fioritures excessives. Contrairement à la balléticité de John Wick, les combats de Clay sont directs, efficaces, souvent écrasantes. Ils traduisent physiquement l'idée d'une force naturelle inarrêtable, d'un processus d'éradication qui ne négocie pas. Cette approche satisfait pleinement l'attente des fans du genre et sert le mythe du personnage. Le parcours d'Adam Clay dans The Beekeeper croise celui de l'agent du FBI Verona Parker, fille de la victime. Ce personnage secondaire, interprété par Amy Ravelamment, est souvent au centre des critiques. Les analyses pointent une écriture inégale et parfois forcée, son rôle oscillant entre la poursuite légale et le conflit émotionnel, sans toujours trouver une cohérence forte. Cette faiblesse relative contraste avec la présence d'acteurs comme Jeremy Irons, qui incarne Wallace Westfield, un ancien directeur de la CIA. Son interprétation apporte une gravité nécessaire, il est l'un des seuls à comprendre la menace existentielle que représente un apiculteur déclenché, ajoutant une dimension tactique et historique au conflit. La montée en puissance dans The Beekeeper, et ses analyses le démontrent, mène inévitablement à la confrontation avec les véritables responsables, la société de cybersécurité frauduleuse et, surtout, son propriétaire, Derek Danforth. Josh Hutcherson campe avec une conviction notable ce « tech bro », arrogant, immature et psychopathe, protégé par son immense fortune et par sa mère, la présidente des États-Unis. Ici, le film développe son thème de la corruption du pouvoir absolu. Danforth incarne une élite déconnectée, pour qui la vie des autres n'a pas de valeur, un parasite suprême selon la logique des apiculteurs. La mythologie des apiculteurs dans The Beekeeper fait l'objet d'analyses et explications cruciales car elle dépasse le simple cadre d'une organisation secrète. Elle se veut une force de régulation naturelle, en dehors de tout gouvernement ou loi humaine. Leur credo en protéger la ruche à tout prix les place en arbitres ultimes, une conception dangereuse mais séduisante dans un monde où la justice institutionnelle semble impuissante face à certains crimes. Le film interroge ainsi la frontière ténue entre justice et vengeance, entre ordre et chaos, en posant la question « Qui surveille les gardiens lorsqu'ils deviennent eux-mêmes la seule loi ?» Le climax de The Beekeeper voit Adam Clay pénétrer dans le repère ultra-sécurisé de Danforth, le « cœur de la ruche corrompu ». Cette séquence, analysée sous l'angle de l'action pure, est l'apogée de la vengeance cathartique promise. Clay affronte des vagues de garde avec une détermination stoïque, appliquant la méthode des apiculteurs, éradiquer la menace sans compromis. La confrontation finale avec Danforth est moins un duel physique qu'une exécution symbolique de la philosophie du film. Le parasite doit être éliminé pour que l'équilibre soit rétabli. Cependant,
Des analyses plus critiques de The Beekeeper soulignent que le film, malgré ses ambitions thématiques, esquive une condamnation plus systémique. En personnifiant le mal dans un jeune milliardaire narcissique et sa mère politicienne, il se contente d'abattre quelques pommes pourries, plutôt que de s'attaquer au système qui les produit et les protège. La conclusion, où Clay accomplit sa mission au prix ultime, la fameuse piqûre mortelle de l'abeille, offre une résolution moralement simple et conventionnelle, privilégiant la satisfaction émotionnelle immédiate à une réflexion plus complexe. La performance de Jason Statham dans The Beekeeper est l'élément autour duquel tout le film s'articule. Ses analyses et explications confirment qu'il évolue ici dans son rôle de prédilection. L'homme de peu de mots, d'une efficacité redoutable, au physique imposant et au regard déterminé. Il apporte à Adam Clay une crédibilité immédiate, une économie de moyens qui sert parfaitement le mystère et la puissance du personnage. Statham est l'apiculteur, et le film est conçu comme un véhicule idéal pour ses compétences uniques. Et la réception de The Beekeeper, analysée ici, a été partagée mais commercialement victorieuse. Les critiques ont salué un divertissement efficace et assumé, joyeusement peu exigeant, selon le consensus, tout en regrettant son manque d'originalité narrative et ses invraisemblances. Le public, en revanche, a plébiscité ce mélange d'action musclée, de vengeance cathartique et de mythologie intrigante, propulsant le film vers un succès au box-office mondial. Cela démontre l'appétit persistant pour ce genre de spectacle direct. En conclusion, The Beekeeper est un film qui assume pleinement son identité de thriller d'action cathartique. Les analyses et explications complètes révèlent ses forces, une métaphore filée avec constance, des scènes de combat efficaces, un héros parfaitement incarné par Statham et un sujet d'actualité qui catalyse l'empathie. Elle pointe aussi ses faiblesses, un scénario conventionnel, des personnages secondaires parfois faibles et un refus d'approfondir ses critiques les plus intéressantes. Il s'adresse en priorité aux amateurs du genre recherchant un divertissement rythmé et sans prétention, une soirée popcorn efficace. Le film pose enfin les bases d'un univers potentiellement plus large, comme en témoigne le développement officiel d'une suite, The Beekeeper 2, laissant présager de futures explorations de cette ruche secrète et de ses protecteurs impitoyables. Le personnage d'Adam Clay se distingue par une économie de parole qui en fait une force narrative silencieuse mais omniprésente. Chaque regard, chaque geste calculé, contribue à construire une aura de menace imminente et d'inéluctabilité. Sa transformation d'apiculteur paisible en justicier impitoyable n'est pas présentée comme une renaissance, mais comme un retour à une nature première longtemps contenue. Le film utilise son corps, ses cicatrices suggérées, comme une carte muette d'un passé violent que le spectateur doit imaginer. Cette sobriété dans le jeu contraste volontairement avec l'excès verbal et émotionnel des antagonistes, dessinant une opposition entre l'efficacité de l'action et la vanité du bavardage. L'absence de monologues introspectifs le place dans la lignée des archétypes de l'action des années 80, où le héros se définit par ses actes et non par ses mots. Cette caractéristique renforce l'idée qu'il est moins un individu qu'une fonction, un instrument de la ruche devenu conscient et autonome. Son code moral personnel semble entièrement absorbé par la doctrine des apiculteurs, effaçant toute distinction entre l'homme et la mission. La relation quasi paternelle avec Eloise Parker demeure la seule faille humaine visible, la seule porte d'entrée vers une émotion pure qui ne soit pas colère. Cette faille, précisément, est ce qui déclenche l'engrenage de l'intrigue, montrant que même la machine la plus parfaite peut avoir un point de rupture affectif. La manière dont il traite les petits criminels, avec une forme de mépris clinique, diffère de sa rage froide envers les architectes du système, illustrant une gradation dans son application de la justice. Il opère avec la méthodique précision d'un chirurgien retirant une tumeur, ce qui rend sa violence d'autant plus terrifiante qu'elle semble dépourvue de toute jouissance. En cela, il se distancie du vengeur émotionnel pour incarner un principe abstrait de nettoyage, une force de la nature qui ne est pas plus la vermine qu'un orage ne est les arbres. Le film réussit le pari de faire de ce mutisme une source de charisme plutôt que d'ennui, car chaque silence est chargé de la promesse d'une action imminente et dévastatrice. Sa trajectoire narrative est une lente révélation de capacités toujours plus grandes, comme si le film retirait des couches de limites pour découvrir le monstre opérationnel qu'il a toujours été. La conclusion sacrificielle suggérée, bien que conforme au mythe de l'abeille, interroge paradoxalement son statut. Meurt-il en tant qu'homme ayant accompli sa vengeance, ou en tant qu'outil ayant terminé sa dernière tâche programmée? Cette ambivalence fait de lui une figure bien plus intéressante que le simple badass invincible auquel on pourrait le réduire initialement. L'organisation des apiculteurs constitue le pilier mythologique le plus original de cet univers cinématographique. Son fonctionnement paraît reposer sur des rites et une hiérarchie empreinte d'un mysticisme quasi médiéval, étrangement transposé à l'ère numérique. Leur philosophie d'intervention,
basé sur la protection organique de la ruche sociétale, propose une vision darwinienne et impitoyable de la justice. Ils ne punissent pas le crime au sens légal, mais éliminent ce qu'ils perçoivent comme une maladie menaçant l'intégrité de l'organisme collectif. Leur existence même postule un échec fondamental des structures démocratiques et judiciaires conventionnelles, qu'ils jugent trop lentes, corrompues ou inefficaces pour des menaces systémiques. Leur mode opératoire, depuis des safaucis discrètes jusqu'à l'usage d'un langage codé apicole, évoque davantage une confrérie d'assassins mystiques qu'une agence de renseignement moderne. Cette dichotomie entre un folklore antique et la haute technologie qu'ils manipulent crée un anachronisme délibéré et fascinant. Leur allégeance ne va ni à une nation ni à une idéologie, mais à un concept abstrait d'équilibre, les plaçant au-delà de toute politique humaine et donc de tout reproche moral conventionnel. Le film suggère qu'ils opèrent depuis des siècles, survivant aux régimes et aux révolutions, ce qui leur confère une perspective quasi immortelle sur les affaires humaines. Leur pouvoir semble si profondément enraciné dans les rouages cachés du monde qu'ils peuvent neutraliser des agences comme le FBI ou la CIA avec une facilité déconcertante par la simple invocation de leur statut. Ceci pose une question vertigineuse. Qui, ou quoi, a créé et légitimé une telle entité? Sont-ils une émanation spontanée de la société pour sa propre survie, ou le projet délibéré d'une élite encore plus secrète? Leur relation avec le pouvoir officiel est ambiguë. Ils le méprisent tout en l'utilisant, et en sont craints. Le personnage de Westfield incarne cette relation de terreur respectueuse, où un ancien maître de l'ombre reconnaît en eux une autorité supérieure et plus ancienne. Le code des apiculteurs, avec sa métaphore apicole rigide, fonctionne comme une religion séculière, offrant à ses membres une identité et un but transcendant tout lien humain normal. En faisant d'Adam Clay un ancien membre ayant pris sa retraite, le film introduit l'idée rare que l'on peut quitter cette confrérie, même si celle-ci conserve un droit de regard ultime sur ses anciens. La menace que représente un apiculteur déclenché et hors contrôle est le cauchemar absolu de l'establishment, car il combine une connaissance intime des mécanismes du pouvoir à une liberté d'action totale et une absence de peur. Enfin, la mythologie reste volontairement partielle, le film se contentant d'en dévoiler quelques règles et symboles, préservant ainsi un mystère qui nourrit l'imaginaire et ouvre la porte à des développements futurs. Cette organisation n'est pas un simple décor, elle est le système de valeurs qui donne un sens à la violence déployée, transformant une vengeance personnelle en croisade cosmique. La mise en scène et l'esthétique de David Ayer apportent une patte reconnaissable à cette production, oscillant entre le réalisme brut et un certain formalisme symbolique. Ayer, habitué des récits masculins et violents ancrés dans des institutions, applique ici une grammaire visuelle plus épurée et frontale que dans ses précédents travaux. Les séquences dans la campagne du Massachusetts sont baignées d'une lumière dorée et paisible, contrastant violemment avec les intérieurs cliniques et froids des bureaux des fraudeurs ou les espaces sombres des confrontations. Ce contraste visuel souligne constamment le choc des mondes entre la vie simple que défend Clay et la corruption aseptisée qu'il combat. La photographie choisit souvent des cadres serrés sur Statham, emprisonnant son visage dans le champ pour accentuer sa détermination impénétrable et sa focalisation absolue. Les scènes d'action privilégient des plans larges et stables lors des combats au corps à corps, permettant de suivre clairement la chorégraphie et de sentir l'impact des coups, rejetant le style saccadé et haché devenu trop commun. L'utilisation de ralentis est parcimonieuse et réservée à des moments clés, souvent liés à l'achèvement d'un adversaire ou à une prise de décision cruciale, lui donnant ainsi un poids dramatique plutôt qu'esthétisant. Le design sonore mérite une attention particulière, le bourdonnement des abeilles, réel ou suggéré, sert de leitmotiv inquiétant, une présence auditive qui accompagne Clay tel un annonciateur de vengeance. Les bruits des impacts sont lourds, osseux, renforçant l'impression de violence concrète et immédiate, loin des effets stylisés d'autres franchises. La bande originale, souvent absente pendant les dialogues, enfle pendant les phases d'action avec des percussions lourdes et des cordes basses, créant une tension implacable plutôt qu'une mélodie héroïque. Ayer instille aussi des moments de violence quasi horrifiques, comme l'utilisation spectaculaire et symbolique de la cire d'abeille, rappelant que la vengeance qui s'abat est aussi primitive et collante que le miel. La direction d'acteurs pour les rôles secondaires semble avoir cherché un ton différent, naturel et presque banal pour les employés du centre d'appel, théâtral et excessif pour Danforth, grave et sobre pour Westfield, créant une mosaïque de registres qui reflète les différentes couches de réalité du film. Le montage maintient un rythme soutenu sans être frénétique, laissant le temps à des moments de silence et de planification qui renforcent l'impression de contrôle du protagoniste. Enfin, le film n'hésite pas à utiliser des ellipses brutales, notamment pour les déplacements de Clay, suggérant qu'une fois sa cible identifiée, rien ne peut retarder son arrivée inéluctable, pas même la logistique du récit. Cette esthétique au service de l'efficacité narrative fait de The Beekeeper un objet cinématographique cohérent,
où la forme épouse parfaitement le fond d'un récit de vengeance méthodique et sans fard-point. Le scénario de Kurt Wimmer, bien que reposant sur une structure conventionnelle, intègre des mécanismes narratifs qui méritent une analyse détaillée. La progression de l'intrigue suit une logique arborescente presque mathématique. Chaque confrontation livre une information, un nom, un lieu, qui mène à l'échelon supérieur de la pyramide criminelle. Cette structure en escalade constante évite les temps morts et crée un sentiment de momentum irrésistible. Le point de départ, l'arnaque au phishing, est un choix particulièrement judicieux pour l'époque. C'est un crime à la fois banal, vicieux et difficile à punir, qui génère une frustration immédiate chez le spectateur. L'écriture se permet quelques touches d'humour noir, souvent portées par les réactions incrédules ou horrifiées des antagonistes découvrant l'identité réelle de Clay, ce qui allège par moments la tonalité sombre. Le dialogue est au service de l'action et de la mythologie. Il est fonctionnel, avec quelques répliques cultes potentielles liées à la métaphore apicole « Je suis l'apiculteur ». Le personnage de Verona Parker sert de point d'entrée procédural et émotionnel pour le spectateur, mais son arc est effectivement le plus faible, coincé entre son devoir d'agent et son désir de vengeance, sans que ce conflit ne soit pleinement exploité. En revanche, la relation entre Danforth et sa mère, la présidente, est esquissée avec une efficace perversité, montrant un lien malsain de protection et de mépris mutuel qui corrompt la fonction présidentielle elle-même. Le scénario évite soigneusement de donner à Clay un intérêt romantique ou des scènes de vulnérabilité excessive, préservant ainsi son statut de force pure. Les passages exposant les règles des apiculteurs sont habilement distillés au fil du récit, principalement via les conversations entre Verona et Westfield, évitant un long monologue explicatif indigeste. Une faiblesse narrative réside dans l'invulnérabilité quasi absolue du héros, qui diminue le sentiment de danger dans les combats contre des gardes anonymes, même si le vrai suspense réside dans la manière dont il va parvenir à ses fins plutôt que dans un doute sur sa survie. Le film utilise des éléments de technologie de manière crédible sans en faire le cœur de l'histoire. Le hacking et la cybersécurité sont des outils pour les méchants, tandis que Clay utilise des méthodes analogiques et physiques, opposition significative. La résolution du conflit avec le plus haut niveau de pouvoir est audacieuse dans son implication, suggérant qu'aucune institution n'est sacrée face à la logique des apiculteurs, même si le film recule peut-être en ne montrant pas toutes les conséquences politiques de cet acte. Enfin, la fin en demi-teinte, laissant planer le doute sur le sort de Clay tout en confirmant l'achèvement de sa mission, est un choix narratif intelligent. Elle satisfait le besoin de conclusion tout en préservant le mystère et le potentiel du personnage pour d'éventuelles suites. Le scénario assume ainsi son rôle de mécanique bien huilée au service d'un spectacle d'action et d'un concept fort, sans prétendre à une complexité qu'il ne pourrait pas assumer. Le film s'inscrit dans un paysage cinématographique et culturel précis, dialoguant avec d'autres œuvres tout en affirmant sa singularité. La comparaison avec la saga John Wick est inévitable, mais elle révèle des différences fondamentales. Là où Wick est motivé par un deuil personnel et évolue dans un monde souterrain esthétisé, Clay agit pour une cause quasi impersonnelle et son univers est ancré dans une réalité socio-économique contemporaine reconnaissable. The Beekeeper puise aussi dans la veine des films de justiciers des années 70 et 80, comme Death Wish, mais en remplaçant la colère urbaine désespérée par une compétence surnaturelle et une philosophie d'intervention. Le film partage avec The Equalizer de Denzel Washington une dimension de vengeance protectrice envers une figure maternelle ou bienfaitrice, et un héros aux méthodes extrêmement calculées. Cependant, la dimension mythologique et quasi fantastique des apiculteurs l'en distingue nettement, le rapprochant davantage de récits comme Wanted ou même de certains éléments du MCU concernant des sociétés secrètes. Son traitement de la technologie et de la cybercriminalité le connecte à des thrillers plus modernes comme Unfriended ou Eagle Eye, bien que son ton soit radicalement différent. Culturellement, le film capture l'ère du temps marqué par la défiance envers les élites, la peur de l'arnaque numérique et la frustration face à l'impunité des puissants, canalisant ses angoisses en un récit de vengeance simplifié mais efficace. Il fonctionne comme une fable morale contemporaine où le petit criminel est puni par la police, mais où le grand corrupteur ne peut être atteint que par une force extralégale et mythique. Le choix d'un apiculteur comme héros n'est pas anodin à une époque de sensibilisation à l'effondrement des colonies d'abeilles, symbole d'un monde naturel dont l'équilibre est menacé ou une menace que Clay reporte sur le corps social. Le film évite soigneusement les débats politiques partisans. Le méchant suprême est certes le fils d'une présidente, mais l'affiliation politique n'est jamais mentionnée, universalisant ainsi la critique de la corruption du pouvoir. Dans le paysage des films d'action menés par des quinquagénaires, il se positionne comme plus brut et moins stylisé que John Wick, plus terre à accent grave-terre que The Meg, et plus engagé conceptuellement que The Mechanic. Il témoigne de la vitalité d'un sous-genre où l'expérience et le stoïcisme triomphent de la jeunesse et de l'arrogance technocratique. En définitive, The Beekeeper ne révolutionne pas le genre,
mais il en exploite les codes avec une honnêteté et une conviction qui lui permettent de trouver sa place propre dans l'écosystème du divertissement d'action contemporain, répondant à une attente précise du public pour des héros compétents et des vengeances satisfaisantes. Dans The Beekeeper, des analyses approfondies montrent que le conflit entre Clay et le FBI n'est pas une simple opposition loi-vengeance, mais un choc de légitimité. L'autorité légale contre l'autorité organique présumée. L'agent Verona Parker représente une institution qui, bien que bien intentionnée, est entravée par ses propres règles, tandis que Clay opère selon un code plus ancien et plus impitoyable, posant une question fondamentale sur la source réelle de la légitimité morale. Les analyses du film The Beekeeper soulignent que l'ascension sociale de Derek Danforth est présentée comme une perversion du rêve entrepreneurial, où l'innovation technologique n'est qu'une façade pour un parasitisme économique sophistiqué et cynique. Son personnage n'est pas un génie du mal, mais un enfant gâté doté de trop de pouvoir, ce qui rend sa menace d'autant plus réaliste et contemporaine, reflétant des angoisses sur une classe de dirigeants immoraux et immatures. Le design de production dans The Beekeeper, objet d'analyse détaillée, utilise des contrastes saisissants pour visualiser la fracture entre les deux mondes que le héros traverse. Les ruches et la maisonnette d'Héloïse sont des espaces chaleureux, en bois et en lumière naturelle, symbolisant un ordre naturel et une communauté authentique. À l'inverse, les décors du siège de Data 4U et de la résidence de Danforth sont des environnements stériles, en verre, acier et lumière froide, reflétant une moralité aseptisée et déshumanisée, où les vies ruinées ne sont que des données sur un écran. Ce choix esthétique renforce la mission de Clay non comme une simple vengeance, mais comme une restauration symbolique d'un équilibre chaleureux contre une froideur mécanique. Les analyses des scènes d'action de The Beekeeper notent leur préférence marquée pour le pragmatisme sur le spectaculaire. Clay utilise son environnement immédiat, ciseaux, extincteurs, outils, comme armes, soulignant sa philosophie d'adaptation et d'efficacité resourceful. Cette approche ancre sa violence dans une réalité tangible, différente des arsenaux infiniment créatifs d'autres films d'action, et renforce l'idée qu'il est un élément perturbateur fondamental, utilisant les ressources mêmes du système contre lui. Le personnage de Wallace Westfield, interprété par Jeremy Irons dans The Beekeeper, fait l'objet d'analyses qui voient en lui la conscience tragique et résignée du complexe sécuritaire. Il représente l'ancien monde des services secrets, qui comprend encore le langage du pouvoir brut et des conséquences, par opposition au nouveau monde numérique et insouciant de Danforth. Ses explications sur les apiculteurs à Verona ne sont pas de l'exposition banale, mais des avertissements empreints d'une terreur respectueuse, reconnaissant dans Clay une force de la nature qu'aucun protocole ou mandat ne peut contenir. Son rôle est crucial car il légitime la menace à l'intérieur du récit, transformant Clay d'un criminel en une phénoménologie. Les analyses thématiques de The Beekeeper identifient un sous-texte poignant sur la solitude et le lien intergénérationnel. La relation quasi-filiale entre Clay et Héloïse est le seul pont émotionnel véritable du héros vers une humanité normale. Sa destruction par une fraude impersonnelle représente donc plus qu'un tort. C'est la destruction délibérée du fragile réseau de liens qui maintenait un homme dangereux en paix, une erreur catastrophique de calcul par un système sans âme. La structure narrative de The Beekeeper, analysée séquence par séquence, suit une progression implacable qui mime le processus d'une enquête policière inversée. Le coupable est connu, et le film suit la remontée de la chaîne de commandement. Cette structure procure une satisfaction procédurale unique, chaque niveau franchi offrant une victoire cathartique tout en rapprochant inexorablement d'une confrontation plus complexe et politisée. Le film évite la tentation de soit intrigues romantiques ou de trahisons internes superflues, maintenant une focalisation remarquable sur son objectif principal, ce qui renforce l'impression d'un héros lui-même incapable de déviation. Cette linéarité narrative reflète la détermination monolithique de Clay. Les analyses du traitement des antagonistes dans The Beekeeper révèlent une gradation intéressante dans leur humanisation. Les petits fraudeurs du centre d'appel sont montrés comme des lâches méprisables mais pitoyables, tandis que les cadres intermédiaires sont des carriéristes cyniques. À l'apogée, Danforth est une pure incarnation de la sociopathie narcissique, une abstraction du mal plutôt qu'un personnage profond, ce qui concentre la colère du spectateur sans ambiguïté morale. La bande-son de The Beekeeper, sujet d'analyse technique, utilise le silence et le bourdonnement comme des armes narratives à part entière. Les scènes de tension sont souvent dépourvues de musique, laissant place aux bruits ambiants et à la respiration, avant que des percussions lourdes et des basses menaçantes n'annoncent l'irruption de la violence. Le leitmotiv des abeilles, qu'il soit diégétique ou extradiégétique, crée une association psychoacoustique constante, rappelant que chaque action de Clay est l'expression d'un instinct collectif et organisé, et non une rage désordonnée. Ce choix sonore unifie le film sous le signe de sa métaphore centrale. Des analyses comparatives de The Beekeeper avec d'autres œuvres de David Ayer notent un dépouillement stylistique. Absents sont le grain brut et le naturalisme hyperviol de Fury ou End of Watch.
Ici, Ayer adopte un style plus classique, presque formel, qui sied au caractère mythologique du récit et élève la violence au rang de rituel plutôt que de chaos. Le film The Beekeeper, à travers des analyses sociologiques, peut être interprété comme une fable sur la dépossession dans l'ère numérique. Héloïse Parker est volée non par un cambrioleur, mais par une interface, une série de clics anonymes. Cette violence abstraite rend la vengeance physique de Clay d'autant plus satisfaisante pour le spectateur, car elle réaffirme le corps et la conséquence dans un monde où le mal peut s'exercer sans contact. La réponse de Clay est donc une réhumanisation forcée du crime. Il ramène la douleur et la peur directement dans les espaces physiques de ceux qui opèrent derrière les écrans. En ce sens, le film est profondément réactionnaire dans sa méthode, utilisant une violence archaïque pour répondre à un crime moderne. Les analyses du casting de The Beekeeper soulignent l'intelligence du choix de Josh Hutcherson, dont l'apparence juvénile contraste violemment avec la monstruosité de ses actes, créant une dissonance perturbante. Il n'a pas le charisme d'un méchant traditionnel. Sa faiblesse et son arrogance le rendent détestable d'une manière spécifiquement contemporaine, celle du tech bro omnipotent. La philosophie implicite des apiculteurs, selon des analyses philosophiques du film The Beekeeper, semble puiser à la fois dans le concept obésien d'un léviathan protecteur et dans une vision quasi taoïste de l'équilibre naturel. Ils agissent lorsque l'équilibre, le Tao de la ruche, est rompu, et leur intervention vise à restaurer un ordre naturel, non à imposer un ordre légal positif. Cette position les place au-delà du bien et du mal conventionnel, dans un rôle d'agent de la nécessité, ce qui explique leur froideur opérationnelle et leur absence de dilemme moral. Clay n'hésite jamais, car il ne juge pas, il identifie le parasite et l'élimine, processus présenté comme aussi naturel que la sélection naturelle. Cette absence d'introspection est à la fois la force mythologique du personnage et une limite narrative que le film assume complètement, refusant de le psychologiser pour préserver son statut de force élémentaire. Les costumes dans The Beekeeper font l'objet d'analyses subtiles. Le changement d'Adam Clay de vêtements d'ouvrier simple à une tenue tactique sobre mais distincte marque sa transition d'une identité civile à son rôle d'opératif. Cette tenue n'est pas un uniforme flamboyant, mais un habillement fonctionnel qui signale son retour à sa véritable nature, devenant une seconde peau aussi naturelle que celle de l'apiculteur. À l'opposé, les costumes de Derek Danforth, souvent des suites à capuche de luxe ou des tenues décontractées chères, soulignent son infantilisation et son confort arrogant, son refus d'endosser les responsabilités formelles que sa richesse devrait impliquer. Le contraste visuel entre les deux hommes est donc aussi un contraste entre l'utilité et l'ostentation, le devoir et le privilège. Le film utilise ainsi des codes vestimentaires pour renforcer sa dichotomie morale sans avoir recours à des dialogues explicatifs. La conclusion de The Beekeeper, analysée dans ses implications morales, offre une résolution ambivalente. La ruche est protégée, mais au prix de l'activation d'un mécanisme de régulation si radical qu'il échappe à tout contrôle démocratique. Le film ne célèbre pas pleinement cette victoire, l'ambiance est lourde, et le sort de Clay reste incertain, suggérant que le remède peut être aussi troublant que la maladie. En laissant la présidente vivante mais dévastée, le film évite une conclusion purement fantaisiste, l'assassinat d'un chef d'État en exercice, tout en lui infligeant une punition personnelle plus cruelle qu'une mort physique. La perte de son héritier et la révélation de sa propre corruption. Cette nuance dans la rétribution montre une certaine sophistication dans l'écriture de la vengeance. Cette fin ouverte, couplée au succès commercial, a naturellement pavé la voie pour The Beekeeper 2, où les analyses anticipent une exploration des conséquences politiques de ces événements et peut-être une confrontation au sein même de la confrérie des apiculteurs. La réalisation des scènes de combat dans The Beekeeper privilégie une chorégraphie où la physique de Statham est mise en valeur par des plans larges et des séquences de coupe minimales, permettant d'apprécier la continuité et la puissance des mouvements. Cette approche, à l'ancienne, contraste avec le montage haché de nombreux films d'action contemporains et renvoie à une époque où la compétence physique de l'acteur était le cœur du spectacle. Chaque affrontement est conçu pour illustrer un aspect du caractère de Clay, l'efficacité contre les gardes, la ruse contre les systèmes de sécurité, et une confrontation presque pédagogique avec les principaux antagonistes, où il leur explique souvent leur propre condamnation. La violence devient ainsi un langage, une démonstration tangible de la philosophie des apiculteurs. Les analyses des dialogues de The Beekeeper soulignent leur laconisme et leur charge symbolique. Les phrases les plus marquantes sont celles qui relient l'action immédiate à la métaphore apicole, A Time to Eve the Queen. Ce langage codé, utilisé par Clay et compris par des initiés comme Westfield, crée un sentiment d'appartenance à un savoir ancien et séparé du monde commun. Les dialogues des méchants, en revanche, sont souvent pragmatiques, avides ou pleurnichards, les privant de la dignité du langage mythologique et les ancrant dans une bassesse morale qui justifie leur élimination. Cette dichotomie linguistique renforce la supériorité morale et opérationnelle perçue de Clay.
La fonction cathartique de The Beekeeper, dans les analyses psychologiques du film, repose sur sa capacité à transformer l'impuissance du spectateur face aux fraudes et à la corruption systémique en une fantaisie de pouvoir absolu et de responsabilisation. Clay agit là où les institutions échouent, offrant une satisfaction immédiate et violente qui compense les frustrations de la réalité. Le film canalise une colère populiste contre les élites prédatrices et le monde déshumanisant de la technologie financière, en proposant un héros archaïque qui restaure un ordre simple par des moyens simples, la force et la volonté. En ce sens, c'est un film profondément conservateur dans son étau, nostalgique d'un temps où les problèmes avaient des visages et pouvaient être réglés par la confrontation directe. Les limites du réalisme dans The Beekeeper sont volontairement repoussées au service de sa fable, comme le montrent des analyses de sa cohérence interne, l'impunité apparente avec laquelle Clay évolue et frappe s'explique par le statut quasi légendaire des apiculteurs. Le film construit sa propre logique où cette organisation est si crainte qu'elle paralyse les réponses conventionnelles des forces de l'ordre, une prémisse que le spectateur doit accepter pour adhérer au récit. Cette invraisemblance contrôlée est le prix de la mythologie. Le film demande une suspension d'incrédulité qui est récompensée par la cohérence et la satisfaction de son système symbolique interne. Il ne s'agit pas de refléter le monde, mais de proposer une version simplifiée et moralement claire de ces conflits. Et la performance de Jason Statham, au-delà de l'action physique, fait l'objet d'analyses qui notent sa maîtrise d'un langage corporel spécifique, une économie de gestes, une posture toujours légèrement en alerte, et un regard qui évalue constamment son environnement comme une menace ou un outil. Il incarne une intelligence situationnelle permanente, celle d'un soldat qui ne se détend jamais vraiment. Ce choix de jeu renforce l'idée que l'apiculteur paisible n'était qu'un rôle temporaire, une couverture superficielle sur une nature fondamentalement guerrière, et que sa retraite était une tentative vouée à l'échec de contenir son essence véritable. Statham réussit à rendre cette dualité crédible sans grand discours. Le traitement des personnages féminins dans The Beekeeper est un point d'analyse pertinent. Eloise Parker est une victime noble et aimante, un archétype du bien dont la mort est le catalyseur, mais elle n'a pas d'agence narrative propre. Verona Parker, quant à elle, possède une agence en tant qu'agente du FBI, mais son parcours est souvent subordonné à celui de Clay, et son conflit intérieur reste en surface. La présidente Danforth représente le pouvoir corrompu, une figure maternelle toxique qui a nourri le monstre qu'est son fils, ajoutant une dimension de critique du pouvoir féminin lorsqu'il est exercé pour protéger une progéniture maléfique. Le film n'approfondit pas véritablement ces personnages, les utilisant principalement comme des fonctions dans la mécanique narrative et symbolique centrée sur Clay. La symbolique de la ruche dans The Beekeeper est analysable à plusieurs niveaux. Au niveau micro, c'est la communauté locale protégée par Héloïse. Au niveau macro, c'est la société nationale. Et au niveau méta, c'est l'écosystème même du pouvoir que les apiculteurs surveillent. Clay, en passant d'un niveau à l'autre, montre que la menace aux racines modestes peut corrompre l'ensemble de l'organisme si elle n'est pas traitée à la source. Cette élasticité de la métaphore est sa force, permettant au film de parler à la fois de voisinage, de justice sociale et de théorie politique sans devenir explicitement didactique. La ruche est un symbole à la fois rassurant, ordre, communauté, et anxiogène, perte d'individualité, sacrifice de l'abeille, une ambivalence que le film exploite. La séquence d'ouverture de The Beekeeper, analysée séparément, établit avec soin le contraste fondateur du film. La minutie paisible et respectueuse de l'apiculture contre la brutalité soudaine et impersonnelle du suicide d'Héloïse. On y voit Clay manipuler les abeilles avec une confiance calme, établissant immédiatement sa connexion à un ordre naturel et son statut de figure protectrice. Le choc du suicide est d'autant plus violent qu'il survient dans ce cadre idyllique, et il est filmé avec une retenue qui en amplifie l'horreur, nous montrant seulement les conséquences et laissant à l'imagination le geste final. Cette économie narrative dans l'exposition des traumatismes est caractéristique du ton général du film. L'utilisation de l'humour dans The Beekeeper est sporadique et le plus souvent noir, émergeant de l'incongruité entre l'apparence discrète de Clay et la terreur absolue qu'il inspire chez ceux qui découvrent son identité. Par exemple, la scène où il se présente calmement comme « l'apiculteur » a des tueurs à gages qui comprennent instantanément que leur mort est certaine génère un rire nerveux basé sur la reconnaissance d'une hiérarchie de la peur. Cet humour ne désamorce jamais la tension, mais sert plutôt à affirmer la supériorité et le contrôle absolu du héros, rendant ses adversaires encore plus insignifiants à ses yeux et à ceux du spectateur. C'est un humour de domination, ce qui est cohérent avec l'arc du personnage. Les analyses de la direction de la photographie de The Beekeeper notent l'utilisation de la profondeur de champ pour isoler Clay dans le cadre, surtout avant une action, le séparant visuellement des autres personnages comme un élément distinct et autonome. Les intérieurs des repères des méchants utilisent souvent des couloirs longs et des perspectives fuyantes,
créant des pièges visuels dont Clay devient le point de convergence inévitable. La palette évolue subtilement, des tons chauds et terreux du début, on passe à des bleus froids et des néons lors des affrontements en milieu urbain ou technologique, pour finalement revenir parfois à une lumière plus naturelle, quoique mélancolique, dans les derniers plans, suggérant une purification partielle. La lumière devient ainsi un narrateur silencieux de l'évolution émotionnelle et morale du récit. En définitive, The Beekeeper se positionne, selon les analyses synthétiques, comme un exercice de style réussi dans le genre de l'action mythologique contemporaine, où un concept fort, la confrérie des apiculteurs, est servi par une exécution sans fioriture et une présence centrale incontestable. Il comble un désir pour des récits où la compétence triomphe de la corruption, où un code d'honneur simple affronte une complexité maléfique, et où la vengeance est présentée non comme une pathologie, mais comme un devoir écologique envers le corps social. Son héritage potentiel résidera dans la viabilité de son univers mythologique pour des suites, et dans sa démonstration qu'un film d'action peut intégrer une métaphore soutenue sans sacrifier son rythme ou son impact viscéral. Il demeure une proposition de divertissement consciente de ses limites, mais extrêmement efficace dans le cadre qu'elle s'est fixé. Sa retraite auprès d'Héloïse Parker peut être interprétée comme une tentative de transcender sa programmation d'apiculteur pour trouver une humanité ordinaire, une quête que le crime des Danforth rend immédiatement et tragiquement vaine. Cette chute depuis une quête de paix vers un destin de violence fait de lui une figure tragique, dont la compétence surnaturelle est à la fois sa force et sa malédiction, l'empêchant définitivement de réintégrer le monde qu'il prétend protéger. La maison d'Héloïse était son dernier lien avec une normalité possible, et sa destruction par une force anonyme et numérique rend son retour à la vie civile conceptuellement impossible, scellant sa voie unique de justicier. Les analyses de la structure organisationnelle des apiculteurs dans The Beekeeper suggèrent une analogie frappante avec les ordres monastico-militaires médiévaux, possédant leurs propres règles, leur hiérarchie initiatique et leur mandat autoproclamé de protection. Cette filiation historique imaginaire leur confère une légitimité tirée de la durée et de la tradition, face aux institutions étatiques modernes perçues comme transitoires et corrompues. Leur indépendance financière, vaguement évoquée, et leur réseau de safe houses, rappellent celle des services secrets, mais dénués de toute allégeance nationale, posant la question fascinante de leur financement et de leur pérennité à travers les âges. Sont-ils les gardiens d'un capital initial mystique? S'appuient-ils sur un réseau de dons ou de prélèvements invisibles? Le film laisse cette question en suspens, renforçant leur mystère. Le choix de l'apiculture comme métaphore centrale dans The Beekeeper est d'une redoutable efficacité symbolique, car elle convoque à la fois des notions de communauté, d'équilibre écologique, de sacrifice individuel et de menace collective si l'ordre est perturbé. Cette activité n'est pas présentée comme un hobby bucolique, mais comme une pratique savante et respectueuse, nécessitant connaissance, patience et un calme absolu, qualité que Clay transpose directement dans son art martial de la vengeance. La ruche devient un microcosme de la société idéale, organisée, productive, avec une fonction claire pour chacun et une réponse collective unifiée face au danger, à l'opposé du chaos individualiste et prédateur du monde de Danforth. La violence de Clay est ainsi toujours présentée comme une réponse proportionnée et organisée, jamais comme un chaos émotionnel, à l'image d'un SM se défendant. Les analyses des scènes de dialogue stratégique, notamment entre Westfield et Verona, révèlent qu'elles servent moins à expliquer l'intrigue qu'à mesurer l'écart de perception entre le monde conventionnel et le monde mythologique des apiculteurs. Westfield parle le langage de la réelle politique et de la peur ancestrale, tandis que Verona tente désespérément d'appliquer le manuel procédural du FBI, deux approches toutes démontrées comme inadéquates face à la phénoménologie que représente Clay. Ces conversations agissent comme des paliers de prise de conscience pour le personnage de Verona et, par extension, pour le spectateur, qui découvre graduellement les véritables règles du jeu dans lequel il est plongé. Elle crée une tension intellectuelle parallèle à la tension physique des combats. Le traitement de l'espace dans The Beekeeper fait l'objet d'analyses spatiales qui notent une progression de l'ouvert vers le fermé, puis vers le sanctuaire violet. On part des grands espaces de la campagne, on passe par les bureaux ouverts des centres d'appel, pour finir dans le bunker luxueux et clos de Danforth. Ce parcours spatial mime l'investigation qui remonte à la source, mais aussi l'enfermement progressif des antagonistes qui, de prédateurs insaisissables, deviennent des proies acculées dans leur propre tanière. Le fait que Clay doive pénétrer ces espaces de plus en plus sécurisés souligne son rôle de force extérieure violente mais purificatrice, qui vient percer l'abcès de corruption que ces murs étaient censés protéger. L'architecture devient ainsi le reflet de la moralité et de la vulnérabilité des personnages. La musique de The Beekeeper, analysée en détail, évite les thèmes héroïques mélodiques au profit de nappes texturales et de pulses rythmiques, créant une ambiance constante de menace imminente et de processus irréversibles en cours.
Les moments les plus calmes sont souvent accompagnés de bourdonnements subtils ou de fréquences basses à peine audibles, maintenant une inquiétude subliminale qui nie toute possibilité de vrai répit. Lorsque la musique explose, lors des combats, elle est moins une mélodie qu'une extension du bruitage, percussions écrasantes synchronisées avec les impacts, drones agressifs, fusionnant le son diégétique et non diégétique pour immerger le spectateur dans l'expérience sensorielle de la violence. Ce choix sonore contribue à l'esthétique implacable et quasi-industrielle de la vengeance de Clay. Les analyses comparatives entre The Beekeeper et le cinéma d'action des années 80 soulignent un héritage assumé, notamment dans la figure du héros silencieux et surcompétent affranchi des institutions, mais avec un twist conceptuel moderne. Là où un Rambo ou un John Matrix affrontaient des bureaucrates ou des traîtres au sein de l'État, Clay affronte une entité nouvelle. L'alliance entre la haute finance prédatrice et la politique protectrice, une menace plus diffuse et plus ancrée dans les peurs contemporaines. Le film modernise également la motivation. Il ne s'agit plus de sauver une personne kidnappée, même si c'est le déclencheur, mais de venger la destruction d'une vie par un système, élargissant l'enjeu à une critique sociétale. La colère est moins personnelle que systémique, même si elle s'exprime par des moyens extrêmement personnels. Le personnage de Derek Danforth, analysé comme archétype du méchant, fonctionne précisément parce qu'il est dépourvu de la grandeur tragique ou du charisme des méchants classiques. C'est un enfant gâté étendu à l'échelle du monde. Sa malveillance naît de l'ennui, du privilège absolu et d'une absence totale d'empathie cultivée par la technologie qui le sépare des conséquences de ses actes. Cette banalité du mal, version milliardaire, le rend peut-être plus terrifiant qu'un psychopathe flamboyant, car il représente une corruption qui semble presque logique, le simple produit d'un système donnant un pouvoir illimité à l'immaturité. Sa peur, lorsqu'elle survient, est celle d'un enfant surpris, ce qui rend sa confrontation avec la force adulte et disciplinée de Clay d'autant plus satisfaisante. La cinématographie des scènes de confrontation finale dans The Beekeeper utilise un contraste saisissant entre la surillumination clinique du repère de Danforth et les ombres portées par les combats, créant un ballet violent dans une boîte de lumière blanche. Cette esthétique rappelle un laboratoire stérile où se déroulerait une expérience de prédation ultime, que Clay vient interrompre en y ramenant la saleté, le sang et le désordre de la conséquence physique. La caméra, souvent stable en plan large, capture l'ensemble de l'espace, permettant de voir la stratégie de Clay. Il nettoie méthodiquement la pièce, isolant sa cible, à l'image d'un prédateur éliminant d'abord la meute avant de s'attaquer au meneur. La mise en scène illustre ainsi visuellement la supériorité tactique et la patience du héros. Les analyses des thèmes sous-jacents de The Beekeeper identifient une anxiété profonde concernant l'obsolescence de l'humain face à des systèmes automatisés de prédation, et la réponse paradoxale du film est de réaffirmer la suprématie du corps et de la volonté. Face à l'arnaque numérique, Clay n'utilise presque jamais d'ordinateur. Il utilise son corps, ses poings, sa connaissance du terrain physique et des faiblesses humaines. Sa vengeance est donc une réhabilitation de l'action directe dans un monde de médiation numérique, une fantaisie où le code moral d'un individu, incarné dans sa chair, peut encore briser les systèmes les plus complexes. C'est une position profondément humaniste, quoique violente, qui place l'agency humaine individuelle au-dessus des algorithmes et des structures impersonnelles. Le design sonore des armes et des impacts dans The Beekeeper est étudié pour transmettre une sensation de poids et de dommage définitif. Chaque coup porté par Clay sonne lourd, sec, et souvent suivi du craquement des os ou du choc d'un corps contre une surface dure. Ce réalisme sonore dans la violence ancre le film dans un registre de conséquences tangibles, évitant la sensation de jeu vidéo que peuvent donner des scènes d'action trop stylisées. Les silences soudains après une vague de violence, uniquement perturbés par la respiration rauque des survivants ou le gémissement des blessés, sont tout aussi puissants, soulignant le coup physique et le vide qui suit l'action. Le son devient ainsi un personnage à part entière, narrant la brutalité et ses séquelles. La relation entre Clay et les autres apiculteurs, bien que peu montrée, fait l'objet d'analyses spéculatives intéressantes. Le film suggère une loyauté à l'institution et à son code, mais pas nécessairement une camaraderie entre membres. Clay apparaît comme un loup solitaire même au sein de cette confrérie, ce qui renforce son statut d'outil autonome plutôt que de soldat dans une chaîne de commandement. La scène où il contacte un autre apiculteur pour obtenir des ressources est brève, transactionnelle et dénuée de chaleur humaine, indiquant que leur lien est purement fonctionnel et cérémonial, gouverné par le protocole et non par l'amitié. Cette froideur interne aux apiculteurs les rend encore plus étrangers et effrayants, même pour le héros. L'évolution du personnage de Verona Parker, analysée sur l'arc narratif complet, est celle d'une foi institutionnelle érodée par la confrontation avec une réalité plus sombre et plus ancienne que ses manuels de procédure. Elle commence en agent procédurier, frustré par les lenteurs du système, et termine en témoin résigné, et peut-être secrètement complice, d'une justice extralégale qu'elle ne peut ni arrêter ni totalement condamner.
Sa trajectoire représente le dilemme du spectateur moderne, partagé entre l'attachement aux garanties démocratiques et la tentation d'une justice expéditive face à des crimes qui semblent défier les cadres légaux existants. Elle est notre point d'ancrage dans la normalité, progressivement déstabilisée. Le traitement de la mort dans The Beekeeper est remarquablement dépourvu de glorification. Les adversaires de Clay meurent souvent rapidement, sans souffrance prolongée inutile, et leurs corps sont laissés sur place comme des déchets du processus. Cette absence de pathos pour les victimes collatérales, les gardes, les hommes de main, renforce l'idée que Clay mène une opération de nettoyage. Il ne hait pas ces individus, il les retire du chemin comme des obstacles techniques. Seules les morts des principaux antagonistes reçoivent un poids dramatique et symbolique, notamment celle de Danforth, présentée comme l'éradication nécessaire d'un parasite de haut niveau, l'aboutissement logique et froid de la mission. La violence est ainsi hiérarchisée et rationalisée selon la logique interne du film. Les analyses des influences littéraires de The Beekeeper pourraient faire remonter son concept à des récits de justiciers masqués ou d'organisations secrètes garantes de l'ordre, mais sa spécificité réside dans l'ancrage de cette mythologie dans les peurs économiques du XXIe siècle. On peut y voir un écho au mystère de Paris d'Eugène Sue, où un justicier œuvre dans les bas-fonds, mais ici les bas-fonds sont les serveurs et les paradis fiscaux, et le justicier vient des couches les plus profondes et occultes du pouvoir lui-même. Le film mélange ainsi des archétypes narratifs anciens avec un substrat anxiogène ultra-contemporain, l'usurpation d'identité, les données personnelles, créant un syncrétisme qui explique en partie son attrait populaire. Il offre une réponse archaïque à une peur moderne. La direction d'acteur de David Ayer, analysée à travers le prisme de ce film, semble avoir consisté à ancrer chaque interprétation dans un registre de réalité distinct, créant une collision tonale qui génère une partie de l'attention. Statham joue dans un registre de réalisme hyper-concentré et minimaliste. Jeremy Irons joue dans un registre de drame shakespearien, la tragédie du pouvoir. Josh Hutcherson joue dans un registre de réalisme exacerbé, presque de comédie noire, de l'arrogance juvénile. Cette mosaïque de styles, loin de nuire à l'ensemble, contribue à la sensation d'un monde où différentes couches de réalité, mythologiques, politiques, criminelles, bureaucratiques, cohabitent et entrent en collision violente autour de la figure de Clay. Chaque acteur incarne un système de valeurs différents. La symbolique de la épicure, finale, évoquée dans le film, peut être analysée comme le sacrifice ultime de l'abeille ouvrière, mais aussi comme l'activation d'un protocole d'autodestruction chez l'apiculteur, garantissant qu'il ne survivra pas pour devenir lui-même une menace incontrôlable. Cette idée ajoute une couche tragique et romantique au personnage. Sa compétence suprême contient en elle-même le germe de sa propre fin, faisant de sa mission un acte à la fois héroïque et suicidaire. Cela résout aussi le problème narratif du super-héros invincible en lui donnant une issue définitive et poétique, tout en laissant la porte ouverte à une possible survie. La piqûre n'est pas toujours mortelle, pour les besoins d'une franchise. C'est une résolution intelligente, à la fois conclusive et élastique. Les analyses du public cible de The Beekeeper révèlent qu'il atteint un point de convergence entre les amateurs d'action pure, les nostalgiques des films de justiciers des années 80, et les spectateurs sensibles à une critique, même rudimentaire, des dérives du capitalisme numérique. Son succès commercial démontre la viabilité d'un film d'action, à concept, qui ne repose pas uniquement sur des 7 pièces spectaculaires, mais aussi sur une mythologie interne cohérente et un héros dont la compétence est elle-même le spectacle principal. Le film assume sa position de divertissement de milieu de gamme ambitieux, visant à satisfaire à la fois les demandes viscérales du genre et le désir d'un récit doté d'un système de règles internes crédibles et intrigant. Il comble une niche spécifique dans le marché. En conclusion élargie, The Beekeeper représente la preuve qu'une formule apparemment simple peut être revitalisée par l'engagement envers une métaphore unique et la présence charismatique d'une star parfaitement calibrée pour son rôle. Il ne cherche pas à réinventer la roue, mais à en polir les rayons jusqu'à ce qu'elle tourne avec une efficacité et une satisfaction mécanique parfaite. Son héritage, au-delà de la suite annoncée, pourrait être d'inspirer d'autres films à construire des univers mythologiques compacts et efficaces autour de leurs héros, prouvant que l'action peut être portée par des idées fortes autant que par des cascades. Il reste un exemple de savoir-faire cinématographique appliqué à un objectif de divertissement ciblé et pleinement atteint. Sa colère, bien que personnelle dans son déclencheur, se transmue immédiatement en une fonction impersonnelle, celle de l'abeille défendant la ruche contre une invasion parasitaire. Cette transition est fondamentale. Elle élève le récit d'une histoire de vengeance à une fable sur l'homéostasie sociétale. La méthodologie de Clay, clinique et systématique, reflète cette absence de passion, transformant chaque confrontation en une procédure d'éradication plus qu'en un règlement de compte. Le film évite ainsi la glorification de la rage pour présenter la violence comme un travail nécessaire, ingrat mais vital.
Cette froideur opérationnelle crée une distance fascinante entre le spectateur et le héros, que nous admirons pour son efficacité sans nécessairement nous identifier à sa psyché. La ruche, comme concept, devient le véritable protagoniste moral et Clay son instrument dévoué jusqu'à l'effacement de soi. Cette dimension sacrificielle est ce qui distingue sa quête d'une simple chevauchée sanglante, lui conférant une gravité quasi religieuse. L'ordre qu'il rétablit n'est pas celui de la loi, mais celui d'un équilibre naturel présumé, plus ancien et plus fondamental que les constructions humaines. En cela, le film propose une vision profondément conservatrice, mais d'un conservatisme organique et non institutionnel. La satisfaction narrative provient alors de voir cet ordre naturel, si longtemps perverti, se réaffirmer avec une force implacable. La métaphore apicole permet cette élégante sublimation de la violence primitive en une nécessité biologique supérieure. Chaque adversaire n'est plus un simple méchant, mais une manifestation d'un désordre à corriger, un nœud à défaire dans le tissu de la ruche. La progression de Clay est donc une cartographie de l'infection, et sa violence un traitement de choc appliqué à chaque foyer. Le film suggère que la société contemporaine, dans sa complexité numérique, a perdu de vue ses mécanismes d'autorégulateurs basiques. Clay incarne leur retour brutal et archaïque, un rappel à l'ordre douloureux mais salutaire. La conclusion, avec son sacrifice suggéré, scelle cette logique. L'ouvrière meurt après avoir piqué, ayant accompli sa fonction pour la survie du collectif. Les apiculteurs, en tant qu'organisation, fonctionnent selon une dialectique fascinante entre le caché et l'évident. Leur existence est un secret absolu pour le public, mais leurs sigles et leurs statuts sont immédiatement reconnaissables et terrifiants pour les initiés du pouvoir. Cette dualité en fait une force à la fois spectrale et concrète, dont la menace réside dans sa capacité à passer d'un état à l'autre sans préavis. Leur légitimité ne provient d'aucun texte de loi, mais d'une reconnaissance tacite et craintive de leur nécessité par les cercles les plus élevés du pouvoir. Westfield incarne cette reconnaissance résignée. Il ne tente pas de les arrêter par la force, mais par la négociation et l'avertissement, admettant par là leur supériorité opérationnelle. L'organisation semble exister dans les interstices des États, utilisant leurs infrastructures tout en les méprisant, comme un système immunitaire distinct des organes qu'ils protègent. Leur langage codé, leurs rituels, et leur hiérarchie rappellent ceux d'une franc-maçonnerie au pouvoir réel, mais dédiés non à l'avancement de ses membres, mais à la maintenance d'un équilibre abstrait. Leur financement et leur recrutement restent délibérément obscurs, préservant leur mystère et empêchant toute tentative de contrôle externe. Ils représentent l'ultime fantasme de l'organisation secrète efficace, sans bureaucratie parasite, sans débat public, capable d'agir avec une discrétion et une force absolue. Leur menace principale n'est pas leur violence, mais le principe qu'ils incarnent. Que la démocratie et ses procédures ne sont pas l'alpha et l'oméga de la gouvernance, qu'il existe une instance supérieure, plus ancienne et plus impitoyable. En faisant d'un ancien membre le protagoniste, le film évite de devoir explorer leur fonctionnement interne de front, se contentant d'en révéler les effets à travers l'action de Clay. Cette économie narrative est astucieuse, elle préserve la magie noire de l'institution tout en démontrant la puissance. L'organisation sert ainsi de Deus ex machina crédible dans l'univers du film, une source de pouvoir narratif qui justifie les capacités surhumaines du héros sans recourir au surnaturel. Elle ancre la fable dans un réalisme mythologique qui est sa plus grande invention. La question de leur moralité est éludée. Ils sont présentés comme une force de la nature, et l'on ne juge pas la moralité d'un orage ou d'une sélection naturelle. Leur existence même est une condamnation sans appel de l'inefficacité des systèmes de justice conventionnels face à certaines formes de corruption. En fin de compte, ils sont moins une organisation qu'un principe narratif matérialisé, l'incarnation de l'idée que le monde possède des mécanismes d'autonettoyage secrets. La relation entre Clay et l'espace urbain et technologique est celle d'un corps étranger doté d'une perméabilité totale. Ils traversent les barrières de sécurité, les frontières juridiques et les espaces privés avec une aisance qui nie leur prétention à la souveraineté. Les gratte-ciel de verre, les data centers aseptisés, les bureaux luxueux ne sont pas des symboles de puissance pour lui, mais simplement des types d'écosystèmes à pénétrer, analogues à différents types de ruches ou de nids. Son approche est fondamentalement antimoderne. Il défait la complexité technologique, sécurité biométrique, surveillance numérique, avec des moyens simples, physiques et souvent destructeurs. Cette capacité à réduire l'high-tech à ses composantes matérielles vulnérables, couper un câble, briser un écran, défoncer une porte, est une forme de poésie violente du film. Il réaffirme la primauté du monde physique sur le monde virtuel, là où le crime initial s'était déroulé entièrement dans ce dernier. Chaque étape de sa vengeance est une matérialisation forcée d'un crime dématérialisé. Il ramène la peur et la douleur dans des corps physiques et des lieux concrets. L'espace de Danforth, ce bunker luxueux,
est l'archétype de ce lieu qui croit être à l'abri par la technologie et la richesse. Clay démontre que ces protections sont illusoires face à une volonté suffisamment déterminée et compétente. Son mouvement à travers les espaces est fluide, direct, sans hésitation, comme s'il suivait un plan préétabli ou un instinct naturel, contrastant avec les mouvements erratiques ou paniqués de ses adversaires. Il ne possède pas de lieu à lui, pas de maison après la perte de celle d'Héloïse. Il est en transit perpétuel, un nomade de la vengeance, ce qui renforce son statut d'élément purificateur extérieur. Les lieux qu'il quitte sont toujours transformés, marqués par la violence et souvent laissés dans le silence des conséquences. Le film utilise ainsi la géographie narrative pour illustrer le parcours d'une force naturelle qui balaie tout sur son passage, laissant un paysage moral ravagé mais assaini. Son indifférence totale à la propriété privée ou au design coûteux est une insulte de classe silencieuse mais puissante. Il traite le luxe des méchants avec le même mépris pratique qu'un ouvrier traitant des matériaux. En définitive, l'espace dans The Beekeeper n'est pas un décor, mais un adversaire à conquérir, une série d'obstacles que la compétence de Clay transforme en simples étapes vers sa cible. Cette maîtrise de l'espace est une composante essentielle de son charisme et de la satisfaction procédurale que le film offre. Le personnage de Verona Parker opère comme le point de suture fragile entre le monde mythologique des apiculteurs et le monde procédural du FBI, une suture qui ne cesse de se déchirer sous la pression des événements. Son conflit intérieur est moins un dilemme moral traditionnel qu'une crise de paradigme. Elle est formée à croire en un système, l'enquête, la preuve, le mandat, qui se révèle totalement inadéquat face à la réalité qu'elle découvre. Sa motivation personnelle, la vengeance pour sa mère, est constamment contrariée par son devoir professionnel, créant une paralysie que Clay, dénuée de tout conflit similaire, ne connaît pas. Elle représente la frustration du citoyen moderne, témoin d'une injustice criante mais empêtrée dans les lenteurs et les limites des institutions censées y répondre. Son arc est potentiellement celui d'une désillusion, voire d'une conversion progressive à la logique extralégale des apiculteurs, bien que le film n'aille pas pleinement jusqu'à cette extrémité. Ses interactions avec Westfield sont cruciales, car il joue le rôle du prêtre initiant une néophyte à une religion plus sombre et plus ancienne que la sienne. La critique souvent adressée à son personnage, son manque de développement profond, peut être vue comme le reflet de son statut de spectateur pris au piège dans l'action, plutôt que de véritable acteur. Elle court, elle enquête, elle réagit, mais elle ne change pas fondamentalement le cours des événements, soulignant ainsi l'impuissance relative des institutions légales face à une force comme Clay. Sa présence sert aussi à humaniser les conséquences du crime initial, à donner un visage et une émotion continue à la perte, au-delà du déclencheur que fut la mort d'Héloïse. Elle est le lien émotionnel qui persiste, tandis que Clay s'est déjà transformée en pure fonction. En cela, elle et Clay sont deux réponses opposées à un même traumatisme. L'une reste dans le chagrin et la confusion procédurale, l'autre se métamorphose en arme de justice immanente. Le film ne tranche pas définitivement en faveur d'une réponse, mais il montre clairement laquelle est la plus efficace dans l'économie narrative qu'il a établie. Verona est finalement le personnage par lequel le spectateur peut ressentir l'horreur et le vertige face à la froide efficacité de Clay, préservant ainsi une tension morale minimale dans le récit. Elle est la conscience qui questionne, même si elle n'obtient pas de réponse satisfaisante. L'esthétique de la violence dans The Beekeeper est caractérisée par un refus de l'esthétisation gratuite. Elle est présentée comme un travail sale, fatigant, et physiquement coûteux, même pour le héros invincible. Les coups portés par Clay ont du poids, et le film ne cache pas l'effort musculaire, l'essoufflement momentané, ou la tension dans son visage lors des efforts extrêmes. Cette physicalité tangible ancre l'action dans une réalité corporelle qui manque à beaucoup de films d'action contemporains. La chorégraphie privilégie l'efficacité sur la grâce. Les mouvements sont courts, directs, visant les points vitaux ou les articulations pour neutraliser rapidement, reflétant un entraînement au combat réel plutôt qu'un art martial de spectacle. Le montage pendant les combats est relativement lent et clair, permettant de voir l'enchaînement des actions et de comprendre la logique de chaque prise, contrairement au style frénétique qui noie l'action dans un flou de coupes rapides. Le son design amplifie cette sensation de réalité. Les bruits de chair percutée, de respiration sifflante, d'os qui craquent, sont hyper présents et donnent une dimension presque tactile à la violence. Le sang est présent, mais pas excessivement. Il sert plus de ponctuation réaliste que d'éléments spectaculaires gore. La violence contre les objets, portes défoncées, écrans brisés, meubles explosés, est tout aussi importante, signifiant la destruction du cadre aseptisé des antagonistes par la force brute de Clay. Cette esthétique contribue à construire le personnage non comme un super-héros, mais comme un professionnel extrêmement compétent et endurci, dont le corps est son outil principal, un outil qu'il use sans ménagement. La fatigue qui peut poindre par moments rappelle que même lui a des limites physiques, ce qui maintient un mince fil de suspense quant à son invulnérabilité absolue.
La propreté relative de ses tenues, qui ne se déchirent ou ne se salissent que progressivement, contraste avec le chaos qu'il sème, ajoutant une touche d'irréalité stylisée qui rappelle son statut mythologique. En somme, la violence dans The Beekeeper est conçue pour être ressentie comme une conséquence inévitable et laborieuse de sa mission, et non comme un divertissement pur. Elle sert le caractère du héros et la thématique du film, un travail nécessaire, ingrat, mais vital. C'est cette approche qui rend les scènes d'action à la fois satisfaisantes sur le plan viscéral et cohérentes avec le ton général d'implacable détermination. La figure de la présidente Danforth représente une corruption du pouvoir maternel et politique, fusionnant deux archétypes négatifs. La mère qui couvre son enfant criminel et le leader politique qui place l'intérêt privé au-dessus du bien public. Son pouvoir n'est pas utilisé pour gouverner avec justice, mais comme un bouclier personnel et familial, pervertissant ainsi la fonction même de sa charge. Elle incarne l'idée que les plus hautes sphères du pouvoir peuvent être entièrement capturées par des intérêts familiaux étroits et malsains, une peur populiste efficace. Son conflit n'est pas avec Clay directement, mais avec les conséquences des actes de son fils, qu'elle refuse d'assumer, préférant utiliser les ressources de l'État pour les étouffer. Elle est le visage de l'État corrompu, non par idéologie, mais par un népotisme aveugle et un amour possessif toxique. Son sort à la fin du film, est vivante mais détruite, ayant perdu son fils et exposée, est une punition peut-être plus cruelle qu'une mort physique, conforme à la logique de rétablissement de l'ordre. Elle subit la perte de sa progéniture parasite, une contrepartie symétrique à la perte d'Héloïse, mais dans son cas, la perte est présentée comme une justice poétique. Son personnage évite le cliché de la politicienne purement machiavélique. Sa motivation est viscéralement maternelle, mais cette maternité est dévoyée en une protection criminelle, ce qui la rend plus complexe. Elle illustre le thème selon lequel le pouvoir, même entre les mains d'une figure maternelle traditionnelle, peut être absolument corrompu lorsqu'il est exercé sans frein éthique et uniquement pour des liens du sang. Sa confrontation finale avec Clay, bien que médiatisée, est un choc de deux légitimités, celle, dévoyée, de l'État, et celle, archaïque, de la ruche. Le fait qu'elle survive maintient une forme de stabilité politique dans la diégèse du film, mais une stabilité désormais vacillante et marquée par le scandale. Elle est le symbole d'un système qui a failli à sa mission de protection et s'est lui-même transformé en parasite à abriter d'autres parasites. En ne la tuant pas, Clay et le film font peut-être preuve d'une retenue politique calculée, suggérant que même les apiculteurs reconnaissent certaines limites dans le renversement des structures de pouvoir établies. Son personnage sert ainsi de courroie de transmission narrative entre le monde criminel de son fils et les plus hauts niveaux de l'appareil d'État, complétant la pyramide de la corruption que Clay doit escalader. L'esthétique de la violence dans The Beekeeper est caractérisée par un refus de l'esthétisation gratuite. Elle est présentée comme un travail sale, fatigant et physiquement coûteux, même pour le héros invincible. Les coups portés par Clay ont du poids, et le film ne cache pas l'effort musculaire, l'essoufflement momentané, ou la tension dans son visage lors des efforts extrêmes. Cette physicalité tangible ancre l'action dans une réalité corporelle qui manque à beaucoup de films d'action contemporains. La chorégraphie privilégie l'efficacité sur la grâce, les mouvements sont courts, directs, visant les points vitaux ou les articulations pour neutraliser rapidement, reflétant un entraînement au combat réel plutôt qu'un art martial de spectacle. Le montage pendant les combats est relativement lent et clair, permettant de voir l'enchaînement des actions et de comprendre la logique de chaque prise, contrairement au style frénétique qui noie l'action dans un flou de coupes rapides. Le son design amplifie cette sensation de réalité. Les bruits de chair percutée, de respiration sifflante, d'os qui craquent, sont hyper présents et donnent une dimension presque tactile à la violence. Le sang est présent, mais pas excessivement. Il sert plus de ponctuation réaliste que d'éléments spectaculaires gore. La violence contre les objets, portes défoncées, écrans brisés, meubles explosés, est tout aussi importante, signifiant la destruction du cadre aseptisé des antagonistes par la force brute de Clay. Cette esthétique contribue à construire le personnage non comme un super-héros, mais comme un professionnel extrêmement compétent et endurci, dont le corps est son outil principal, un outil qu'il use sans ménagement. La fatigue qui peut poindre par moments rappelle que même lui a des limites physiques, ce qui maintient un mince fil de suspense quant à son invulnérabilité absolue. La propreté relative de ses tenues, qui ne se déchirent ou ne se salissent que progressivement, contraste avec le chaos qu'il sème, ajoutant une touche d'irréalité stylisée qui rappelle son statut mythologique. En somme, la violence dans The Beekeeper est conçue pour être ressentie comme une conséquence inévitable et laborieuse de sa mission, et non comme un divertissement pur. Elle sert le caractère du héros et la thématique du film, un travail nécessaire, ingrat, mais vital. C'est cette approche qui rend les scènes d'action à la fois satisfaisantes sur le plan viscéral et cohérentes avec le ton général d'implacable détermination.
La figure de la présidente Danforth représente une corruption du pouvoir maternel et politique, fusionnant deux archétypes négatifs. La mère qui couvre son enfant criminel et le leader politique qui place l'intérêt privé au-dessus du bien public. Son pouvoir n'est pas utilisé pour gouverner avec justice, mais comme un bouclier personnel et familial, pervertissant ainsi la fonction même de sa charge. Elle incarne l'idée que les plus hautes sphères du pouvoir peuvent être entièrement capturées par des intérêts familiaux étroits et malsains, une peur populiste efficace. Son conflit n'est pas avec Clay directement, mais avec les conséquences des actes de son fils, qu'elle refuse d'assumer, préférant utiliser les ressources de l'État pour les étouffer. Elle est le visage de l'État corrompu, non par idéologie, mais par un népotisme aveugle et un amour possessif toxique. Son sort à la fin du film, vivante mais détruite, ayant perdu son fils et exposée, est une punition peut-être plus cruelle qu'une mort physique, conforme à la logique de rétablissement de l'ordre. Elle subit la perte de sa progéniture parasite, une contrepartie symétrique à la perte d'Héloïse, mais dans son cas, la perte est présentée comme une justice poétique. Son personnage évite le cliché de la politicienne purement machiavélique. Sa motivation est viscéralement maternelle, mais cette maternité est dévoyée en une protection criminelle, ce qui la rend plus complexe. Elle illustre le thème selon lequel le pouvoir, même entre les mains d'une figure maternelle traditionnelle, peut être absolument corrompu lorsqu'il est exercé sans frein éthique et uniquement pour des liens du sang. Sa confrontation finale avec Clay, bien que médiatisée, est un choc de deux légitimités, celle, dévoyée, de l'État, et celle, archaïque, de la ruche. Le fait qu'elle survive maintient une forme de stabilité politique dans la diégèse du film, mais une stabilité désormais vacillante et marquée par le scandale. Elle est le symbole d'un système qui a failli à sa mission de protection et s'est lui-même transformé en parasite à abriter d'autres parasites. En ne la tuant pas, Clay et le film font peut-être preuve d'une retenue politique calculée, suggérant que même les apiculteurs reconnaissent certaines limites dans le renversement des structures de pouvoir établies. Son personnage sert ainsi de courroie de transmission narrative entre le monde criminel de son fils et les plus hauts niveaux de l'appareil d'État, complétant la pyramide de la corruption que Clay doit escalader. En conclusion synthétique, The Beekeeper s'affirme comme un objet cinématographique remarquablement cohérent, où chaque élément technique, narratif et thématique converge pour servir un objectif unique. L'incarnation d'un principe de justice archaïque dans le corps et l'esprit d'un héros contemporain. Sa force réside dans le refus des demi-mesures. Il assume pleinement sa métaphore, la pousse dans ses retranchements narratifs et laisse son héros en incarner la logique jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Le film ne brille pas par l'originalité de son scénario, mais par la rigueur avec laquelle il exécute une formule éprouvée, en y injectant une mythologie interne qui lui donne une couleur et une profondeur spécifiques. Il démontre que le charisme d'une star, couplé à un concept fort et servi par une mise en scène efficace, peut produire un divertissement à la fois intelligent dans sa conception et parfaitement accessible dans son exécution. The Beekeeper réussit l'exploit d'être à la fois un film simple dans ses intentions et sophistiqué dans la construction de son univers symbolique. Il laisse le spectateur avec la satisfaction d'un récit mené à son terme avec une détermination sans faille et la curiosité pour les mystères d'un univers qu'il a seulement entrevu. En définitive, c'est un film qui honore son contrat avec le public des amateurs d'action en leur offrant bien plus qu'une suite de combats. Une fable moderne, sombre et efficace, sur le prix et la nécessité de protéger la ruche. Adam Clay incarne le premier, agissant comme une force de régulation naturelle dont les actions sont dictées par une logique de survie collective et non par un code légal transitoire. L'organisation des Danforth représente le second, où l'ordre n'est qu'un vernis commode pour masquer l'exploitation et protéger des privilèges criminels. Cette opposition structure l'intégralité du récit et donne à la vengeance sa dimension épique. La ruche n'est pas simplement une métaphore, mais un système de valeurs complet, avec ses propres lois non écrites qui priment sur les constructions humaines. Le conflit devient dès lors inévitable et absolu, car il oppose deux systèmes incompatibles de légitimité. La force du film réside dans sa capacité à rendre cette confrontation abstraite parfaitement tangible à travers l'action physique. Clay ne discute pas de philosophie politique. Il l'applique avec une brutalité méthodique, traduisant un débat d'idées en enchaînement de coups. La victoire de l'ordre organique, bien que coûteuse, est présentée comme nécessaire et restauratrice, un retour à un équilibre fondamental. Cette vision peut être qualifiée de réactionnaire au sens premier du terme. Elle prône un retour à des principes considérés comme antérieurs et supérieurs. Le film ne propose pas de synthèse ou de compromis, il montre l'anéantissement d'un ordre corrompu par un autre ordre, plus ancien et impitoyable. En cela, il évite les ambiguïtés morales faciles et assume une position narrative forte et claire. La satisfaction du spectateur découle de cette clarté et de la certitude avec laquelle le héros incarne et exécute ce principe supérieur. The Beekeeper devient ainsi bien plus qu'un film d'action.
C'est un manifeste cinématographique pour une justice immanente, archaïque et terriblement efficace. Et la performance de Jason Statham transcende son habituel registre d'homme d'action pour incarner une forme de quiétude meurtrière, où la tension extrême réside non dans l'agitation mais dans une concentration absolue et palpable. Chaque geste, du plus anodin, verser du thé, au plus violent, désarmer un adversaire, est empreint de la même économie de mouvement et de la même intentionnalité totale. Statham communique l'essence du personnage par une physicalité contrôlée et une expressivité minimale, ou un léger plissement des yeux ou un changement infime de posture en dit plus qu'un long monologue. Il incarne la compétence comme état d'être permanent, une façon d'habiter le monde qui le rend à la fois étranger et supérieur à son environnement. Son silence n'est pas un vide, mais une présence massive, un poids narratif qui pèse sur chaque scène. La crédibilité qu'il apporte est fondamentale. Elle rend acceptable l'invraisemblance du concept, car nous croyons que cet homme spécifique pourrait faire partie d'une confrérie mythique. Statham joue avec et contre son propre mythe d'acteur. Il est à la fois le Statham attendu, dur, efficace, laconique, et quelque chose de plus, une dimension presque mystique qui dépasse le simple badass. Sa relation avec les autres acteurs est intéressante. Il ne cherche jamais à dominer la scène par l'emphase, mais sa simple présence y parvient, créant un déséquilibre constant en sa faveur. Il réussit à faire de Clay un outil vivant, dont on sent que la personnalité a été volontairement effacée au profit de sa fonction, laissant émerger seulement des éclats d'humanité dans ses interactions avec Héloïse. Cette économie de jeu sert parfaitement la mythologie du film. Les apiculteurs ne sont pas des individus flamboyants, mais des instruments, et Statham en est la parfaite incarnation. Sa fatigue physique, visible par moments, est cruciale car elle rappelle que même cet instrument a des limites, ce qui évite de le transformer en super-héros invulnérable. En définitive, son interprétation est la colonne vertébrale sur laquelle tout le film repose, démontrant qu'une performance minimaliste peut être d'une puissance narrative et émotionnelle considérable. Il transforme le personnage d'Adam Clay en une icône immédiatement reconnaissable et fascinante. Le récit de The Beekeeper fonctionne selon une logique de purification rituelle, où chaque niveau de la pyramide criminelle doit être traversé et nettoyé pour que le processus soit complet et efficace. Cette structure en escargot, où Clay s'enfonce toujours plus profondément vers le cœur de la corruption, mime un parcours initiatique inversé. Au lieu de s'élever vers la lumière, il descend dans les cercles concentriques d'un enfer contemporain. Chaque succès n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire permettant d'accéder à l'échelon supérieur, soulignant l'interconnecté systématique du mal qu'il combat. Le film crée ainsi un rythme hypnotique et implacable, une mécanique narrative bien huilée où la satisfaction procède de l'accomplissement méthodique d'une checklist. Cette approche donne une impression de destin inéluctable. Une fois la première pierre retirée, tout l'édifice est condamné à s'effondrer. La progression est à la fois géographique, de la campagne au bureau, puis au bunker, et sociale, des petits fraudeurs aux milliardaires, puis à la présidente, démontrant une contamination verticale de la société. Chaque confrontation a sa propre couleur et son propre style, variant les plaisirs de l'action tout en restant fidèle au code du héros. Cette structure permet aussi de doser l'exposition de la mythologie. À chaque palier, un nouvel élément sur les apiculteurs ou sur le système adverse est révélé, maintenant l'intérêt conceptuel. Elle reflète la méthodologie même d'une enquête policière ou d'un audit, mais transposée dans un registre de violence extrême, fusionnant la procédure et la catharsis. Le spectateur est pris dans ce mouvement ascensionnel irrésistible, partageant avec Clay la focalisation sur l'objectif suivant, sans possibilité de retour en arrière. Cette linéarité déterminée est une des grandes forces narratives du film, créant un flux continu qui ne permet pas l'ennui. Elle sert également le thème de l'inexorabilité. Comme une maladie ou un remède, le processus, une fois engagé, doit aller jusqu'à son terme. La fin n'est donc pas une surprise, mais l'accomplissement nécessaire d'un parcours dont les règles ont été établies dès le début. Le personnage de Derek Danforth est construit comme l'antithèse absolue de Clay. Là où Clay est discipline, Danforth est caprice. Là où Clay est silence, Danforth est bavardage. Là où Clay assume les conséquences, Danforth les externalise. Il représente une génération de pouvoir née dans le privilège absolu et l'immédiateté numérique, pour qui le monde est un jeu vidéo où les vies des autres sont des pixels sans importance. Sa méchanceté n'a pas de profondeur psychologique tragique, elle est le produit simple et direct de l'absence totale d'empathie et de limites. Josh Hutcherson joue parfaitement cette immaturité toxique, cette arrogance de gamin gâté qui se croit invulnérable parce qu'il n'a jamais rencontré la moindre résistance réelle. Danforth ne comprend pas Clay, car il ne comprend aucun langage en dehors de celui de l'argent, du chantage et du pouvoir délégué. Sa peur, lorsqu'elle survient, est celle, puérile et rageuse, de quelqu'un à qui on dit enfin non. Il est le parasite suprême, ne produisant rien, ne protégeant rien, ne croyant en rien,
si ce n'est en son droit divin à exploiter. Sa relation avec sa mère est pathologique. Il est son enfant roi, et elle est sa protectrice absolue, un duo qui a corrompu la sphère politique pour servir une dynastie familiale malsaine. Sa mort ou sa défaite n'est donc pas seulement la punition d'un criminel, mais l'éradication symbolique d'un mode d'existence fondé sur la prédation sans conséquence. En l'opposant à Clay, homme de la terre et du travail manuel, l'apiculture, le film oppose deux rapports au monde, l'un respectueux et interconnecté, l'autre purement extractif et narcissique. Danforth est un méchant parfait pour notre époque car il cristallise les peurs liées à une élite techno-financière perçue comme déconnectée et amorale. Sa défaite par les moyens archaïques de Clay est une fantaisie de réhabilitation de valeurs considérées comme obsolètes, le courage physique, l'honneur, le sacrifice, face à la froideur du calcul numérique. L'utilisation de la lumière dans The Beekeeper est un outil narratif à part entière, sculptant les espaces et les états d'âme avec une précision remarquable. Les séquences introductives à la campagne sont baignées d'une lumière dorée, chaude et directionnelle, évoquant un âge d'or pastoral et une harmonie avec les cycles naturels. Les intérieurs du centre d'appel frauduleux sont inondés d'une lumière fluorescente froide, blanche et sans ombre, reflétant l'asepsie morale et la déshumanisation du travail à la chaîne du crime. Le repère de Danforth utilise des lumières LED bleutées, des néons et de grands panneaux lumineux, créant une esthétique high-tech et clinique qui isole les personnages dans des poches de lumière, symbolisant leur isolement moral. Les scènes de combat utilisent souvent des contrastes violents entre l'ombre et la lumière, découpant les corps en silhouettes agressives et créant une atmosphère de cauchemar expressionniste. La lumière naturelle, lorsqu'elle réapparaît, est souvent tamisée, grise, comme si le monde avait été durablement terni par les événements, même après la victoire de Clay. Cette gestion de la lumière contribue à la lisibilité immédiate des enjeux moraux. La chaleur contre le froid, l'organique contre l'artificiel, le vrai contre le faux. Elle guide l'œil du spectateur et renforce émotionnellement le parcours du héros, de la lumière perdue vers une lumière retrouvée, mais différente. Les apiculteurs semblent souvent évoluer dans des espaces à mi-ombre, ni dans la pleine lumière publique ni dans l'obscurité totale, reflétant leur statut intermédiaire et occulte. La lumière devient ainsi un personnage silencieux qui commente l'action et les états psychologiques, ajoutant une couche de sophistication visuelle à un film autrement très direct. Cette attention aux détails photographiques montre une ambition esthétique qui dépasse les simples exigences du genre et ancre le film dans une tradition cinématographique exigeante. La bande originale, composée de nappes électroniques graves et de pulses rythmiques, ne cherche pas à émouvoir mais à créer une ambiance de pression constante et de mécanique inexorable. Elle évoque le bourdonnement menaçant d'un essaim ou le vrombissement d'une machine complexe et dangereuse, en parfaite adéquation avec la métaphore centrale. Cette musique environnementale se fond souvent avec le design sonore, brouillant la frontière entre la diégèse et le commentaire émotionnel, immergeant le spectateur dans l'expérience sensorielle de Clay. Les moments de calme sont rarement sans musique, ils sont accompagnés de drones subtils et inquiétants, signalant que la menace est latente, que la ruche est toujours en danger. Lorsque l'action explose, la musique devient plus percussive et agressive, mais reste dans un registre atonal et industriel, évitant les thèmes héroïques qui glorifieraient la violence. Elle soutient l'action sans la dominer, servant de colonne vertébrale rythmique plutôt que de mélodie émotive. Ce choix reflète la nature du héros, fonctionnel, efficace, dépourvu de lyrisme inutile. La rareté des silences musicaux complets les rend d'autant plus puissants lorsqu'ils surviennent, souvent pour mettre en avant une réplique cruciale ou le son brut d'un impact violent. La musique participe ainsi à la construction du monde, un monde froid, mécanisé, où même la justice est un processus implacable et non une émotion. Elle contribue à l'identité unique du film, le distinguant des bandes-son plus orchestrales et mélodramatiques de nombreux films d'action contemporains. En somme, la musique de The Beekeeper est un excellent exemple de score qui sert l'histoire et le thème avec une rigueur et une inventivité remarquables, devenant une composante essentielle de son atmosphère distincte. Le scénario de Kurt Wimmer excelle dans l'art de l'exposition économique, distillant les règles du monde et la motivation des personnages à travers l'action et des dialogues brefs mais denses. Les informations sur les apiculteurs ne sont pas délivrées dans un long flashback, mais par bribes, au fil des besoins narratifs, principalement par la bouche de Westfield, ce qui préserve leur mystère. La motivation de Clay est établie en quelques scènes muettes avec Héloïse, montrant plus qu'expliquant leur lien et la profondeur de sa perte. L'échelle de la menace est révélée progressivement. D'abord un centre d'appel, puis une société écran, puis un milliardaire, puis la présidente, créant une impression d'expansion vertigineuse du mal. Les dialogues des méchants servent souvent à exposer leur philosophie cynique et leur arrogance, les définissant clairement comme des cibles légitimes sans avoir besoin de longues explications sur leurs crimes. Le scénario évite les sous-intrigues superflues.
Chaque scène avance l'intrigue principale, développe un personnage ou enrichit la mythologie, dans un équilibre narratif efficace. Il utilise des éléments de procédure policière, l'enquête de Verona, non comme un fil central, mais comme un contrepoint qui mesure l'écart entre la justice officielle et celle de Clay. La structure en 3 actes est classique mais robuste. L'incident déclencheur, la mort d'Héloïse, la phase d'investigation et d'escalade, la remontée de la pyramide, le climax, l'assaut du bunker et ses conséquences. Les moments d'explication sont toujours intégrés à des scènes de tension ou de conflit, évitant ainsi les pauses mortes dans le récit. Le scénario assume aussi ses propres conventions, comme l'invulnérabilité relative du héros, en les intégrant à la logique interne du mythe des apiculteurs. Il offre des moments de respiration calculés, souvent juste avant une nouvelle vague de violence, permettant aux spectateurs d'assimiler les enjeux. Enfin, il pose les bases d'un univers plus large sans sacrifier la résolution de l'histoire principale, une gageure pour un film potentiellement inaugural d'une franchise. C'est un scénario de métier, qui comprend parfaitement les codes du genre qu'il sert et les exécute avec une précision et une intelligence qui les élèvent. La direction artistique et le design des décors dans The Beekeeper opèrent une distinction nette entre les espaces authentiques et les espaces factices, renforçant visuellement la lutte du héros. La maison d'Héloïse et la grange de Clay sont des lieux usés, vivants, remplis d'objets ayant une histoire et une utilité, témoignant d'une existence ancrée dans le concret. Les bureaux de Data 4U sont des open spaces génériques, aseptisés, peuplés d'écrans et d'objets de bureau impersonnels, reflets d'une activité criminelle déshumanisée et reproductible à l'infini. La résidence de Danforth est un exercice de design froid et ostentatoire, où l'art contemporain cher et les lignes épurées masquent un vide moral absolu, une forteresse du mauvais goût et de l'arrogance. Chaque environnement raconte donc la psychologie de ses occupants et la nature de la menace qu'ils représentent. Clay, en pénétrant et en détruisant ces espaces factices, ne fait pas qu'éliminer des hommes. Il détruit symboliquement leur monde et réaffirme la prééminence du monde réel, tangible, qu'il méprise. Le bunker ultime, avec ses murs blancs et ses écrans géants, est l'apogée de cette esthétique de la déconnexion. C'est une matrice numérique qui a enfanté un parasite, et que Clay va souiller avec la saleté, le sang et la violence du monde physique. Et la progression à travers ces décors est un voyage à travers des couches de plus en plus épaisses d'artificialité, que le héros doit traverser pour atteindre le noyau corrompu. Le design participe ainsi activement à la narration et à la caractérisation, évitant au scénario des lourdeurs explicatives. Il crée une expérience visuelle cohérente et significative, où le spectateur comprend instinctivement les enjeux à travers l'esthétique des lieux. C'est un aspect souvent sous-estimé mais crucial de l'efficacité du film, qui démontre un soin et une réflexion approfondie sur la contribution de chaque élément à l'ensemble. La figure de l'abeille, au-delà de la métaphore organisationnelle, informe la cinématographie même des scènes d'action, adoptant parfois le point de vue subjectif d'un insecte agile et déterminé. La caméra se faufile dans des espaces étroits, tournoie rapidement autour d'un adversaire avant de fondre sur lui, ou adopte des angles bas qui donnent une impression de menace surgissant de nulle part. Ce choix visuel n'est pas constant, mais il apparaît à des moments clés, rappelant la nature du héros et connectant l'esthétique de l'action au thème central. Les mouvements de caméra sont souvent rapides et précis, imitant la vivacité et la soudaineté d'une attaque d'abeille, contrastant avec des plans plus stables pour les moments de planification ou de dialogue. Lors des combats au corps à corps, la caméra reste souvent proche de Clay, épousant ses mouvements, nous faisant partager sa concentration et son champ de vision limité mais intense. Les ralentis, lorsqu'ils sont utilisés, capturent souvent l'instant précis de l'impact, comme le moment où le dard pénètre la chair, donnant un poids et une finalité terrible à chaque coup. Cette grammaire visuelle contribue à faire de Clay une entité à part, dont la perception et le mode d'action sont régis par une logique différente de celle des humains normaux. Elle sublime la violence en la reliant à la beauté et à l'efficacité d'un processus naturel, évitant ainsi la simple brutalité gratuite. Le film trouve ainsi une façon unique de filmer l'action, enracinée dans son concept de base, démontrant une inventivité formelle au service du fond. Cette cohérence entre le thème, le personnage et la mise en scène est l'un des grands mérites de David Ayer et de son équipe. Elle transforme les séquences d'action en véritables passages obligés de la mythologie en construction, où la forme et le contenu. Le traitement de l'information et de la technologie dans The Beekeeper est révélateur. Pour les méchants, c'est un outil de prédation à distance et d'impunité. Pour Clay, c'est un simple obstacle physique à contourner ou à détruire. Danforth et son organisation opèrent dans le cloud, derrière des écrans, volant des identités et des vies par la manipulation de données. Leur crime est propre, sans trace physique immédiate, ce qui les rend d'autant plus odieux et difficiles à poursuivre légalement. Clay, en revanche, n'utilise presque jamais un ordinateur. Sa réponse est analogique, kinésique.
Il prend d'assaut des bâtiments, affronte des gardes, confronte physiquement les responsables. Il ramène le crime à sa dimension concrète et en subit les conséquences physiques immédiates. Cette opposition est au cœur de la fantaisie du film. La revanche du corps sur le code, de la conséquence sur l'abstraction. Quand Clay détruit un serveur, c'est avec un pied de biche, pas avec un virus informatique. Ce faisant, il ne nie pas la puissance de la technologie, mais il en nie l'invulnérabilité. Il la réduit à ses composantes matérielles, fragiles et destructibles. Cette approche est profondément satisfaisante pour un spectateur qui peut se sentir impuissant face à la complexité opaque des systèmes numériques. Le film suggère que face à une corruption high-tech, la solution low-tech, mais portée par une volonté et une compétence extrême, peut être la plus efficace. C'est une thèse réconfortante et simplificatrice, mais elle fonctionne parfaitement dans l'économie du récit. Elle renforce aussi l'archaïsme du personnage de Clay et des apiculteurs, qui apparaissent comme une force d'un temps antérieur à la dématérialisation, plus proche des éléments. En définitive, The Beekeeper est un film sur la réhabilitation de l'action physique et de la responsabilité individuelle directe dans un monde qui semble les avoir oubliés. Le film construit une tension permanente entre le mythe et la réalité, sans jamais trancher définitivement en faveur de l'un ou de l'autre, préservant ainsi une part essentielle de son mystère. Les apiculteurs sont-ils une organisation réelle avec des siècles d'histoire, ou une légende si puissante que même les puissants y croient et agissent en conséquence? Le film penche vers la première option, mais garde une part d'ambiguïté qui les rend plus fascinants. Les capacités de Clay sont-elles surhumaines ou simplement le produit d'un entraînement et d'une discipline poussée à l'extrême? Le film montre assez de fatigue et d'effort pour suggérer la seconde, mais son efficacité confine parfois à la première. Cette zone grise entre le réalisme et le mythe est l'espace narratif dans lequel le film évolue avec le plus d'aisance. Il demande au spectateur d'accepter ces prémices mythologiques comme une forme de réalité augmentée, un cadre dans lequel les règles sont différentes. Cette acceptation est facilitée par le ton sérieux et ancré des performances et de la mise en scène, qui évite l'autodérision ou le clin d'œil excessif. Le film ne se moque jamais de son propre concept, il le traite avec le plus grand sérieux, et c'est cette conviction qui entraîne l'adhésion du spectateur. Cette tension enrichit l'expérience de visionnage, car on est à la fois dans un thriller contemporain crédible et dans une fable archaïque, sans que les deux niveaux ne se contredisent. Elle permet aussi d'expliquer les invraisemblances narratives par la logique du mythe, les intégrant ainsi de manière organique à l'histoire. The Beekeeper réussit ainsi l'exploit de créer son propre réalisme magique de l'action, un genre hybride qui est peut-être sa plus grande innovation. En maintenant cette ambiguïté, il ouvre aussi la porte à des interprétations multiples et à des discussions qui dépassent le simple divertissement, signe d'une construction narrative robuste et stimulante.